Bonjour à tous, on est ici au Cap Noir l'objectif est de vous montrer les fiches des sites géologiques remarquables qu'on a réalisés avec le laboratoire Géosciences Réunion. Du Cap Noir, on a un panorama magnifique sur le cirque de Mafat avec des crêtes extrêmement importantes qui résultent de l'érosion. Et ce cirque nous permet d'avoir une bonne connaissance de la géologie du Piton des Neiges depuis 2 millions d'années à peu près. Et l'information géologique qu'on apprend, c'est que le Piton des Neiges a eu des phases d'activité très importantes avec l'édification de volcans qui peuvent monter jusqu'à 3800 mètres d'altitude et des phases de creusement très importantes qui ont contribué à la formation de ce cirque. Et on sait que des cirques comme ça, il y en a eu plusieurs dans la période d'activité du Piton des Neiges. Celui-ci est le plus récent et continue à se creuser. Ces crêtes actuelles qui forment des reliefs de plusieurs centaines de mètres de haut sont finalement des paléovallées. Ce sont d'anciennes vallées, donc il faut imaginer que le volcan formait un relief et qu'à la place de ces crêtes, on avait des vallées qui ont été comblées par des coulées de lave. Et les formations qui sont hors de la vallée ont été érodées et il nous reste finalement un relief qu'on appelle inversé. On est passé d'une vallée à une crête. Dans le cirque, on voit les formations les plus anciennes du Piton des Neiges qui datent de plus de 2 millions d'années et qui forment des coulées de lave qui sont faiblement pentées et qu'on voit vraiment dans le fond des vallées. Par-dessus, on a des brèches. Alors, ce sont des formations qui sont associées à la destruction du volcan parce que le volcan s'est construit, détruit. Et puis, on a des évidences, par exemple, tout le rempart du Maïdo qui va jusqu'au Grand Bénard et qui rejoint la roche écrite. En fait, toutes ces remparts formaient un édifice il y a 200 000 ans qui montait à plus de 3800 mètres d'altitude. Et on sait que finalement, le dernier Piton des Neiges qui s'est édifié a terminé son activité de croissance vers 70 000 ans. Et depuis 70 000 ans, le Piton des Neiges, le massif du Piton des Neiges, est en train de s'éroder. Et c'est une des érosions les plus actives au monde finalement. On peut la déterminer, on est à peu près à des taux d'érosion qui sont de l'ordre de 10 mm par an. Et je vous ai parlé de l'activité du Piton des Neiges, je vous ai dit qu'il avait des phases de croissance et des phases de déstabilisation. On va aller voir maintenant au Cap Laousset comment s'est produit, quel est le faciès caractéristique de ces produits de déstabilisation. Bien, alors maintenant on est descendu du cirque de Mafat et on est sur le littoral où on a pour objectif de regarder quels sont les faciès caractéristiques de ces moments de grande déstabilisation du volcan dont je vous ai parlé au cirque de Mafat. Le Piton des Neiges est déstabilisé plusieurs fois et alors quand il se déstabilise, ce qu'on appelle se déstabiliser, c'est qu'en fait il part en un gigantesque éboulis et ce qu'on voit ici au Cap Laousset, ce sont les produits de ces éboulis. On a ici un mont qui fait une centaine de mètres et qui est constitué par cet éboulis avec des blocs qui sont noirs, complètement pulvérisés mais qui gardent une certaine cohérence. Et tout ça, tous ces éboulis, qu'on appelle des avalanches de débris, se sont déplacés se sont écoulés sur une coulée de lave du Piton des Neiges qui existait déjà. Si on regarde maintenant la base de ce dépôt, on va voir que la grande mobilité de ces dépôts est liée à la pulvérisation de tous les éléments. Vous avez ici en bas la coulée de lave sur laquelle l'éboulis est passé, l'avalanche des débris est passée. Et ce que l'on voit, c'est que cette coulée de lave a été soulevée en partie lors du passage de cet éboulis qui a dû être très rapide. On a eu l'injection de l'éboulis dans une partie de la coulée de lave
on retrouve un morceau de coulée de lave qui commence déjà à se fracturer. Et ça, c'est vraiment l'avalanche de débris à proprement parler, dans laquelle vous voyez plein d'éléments qui sont cassés et anguleux. Ce sont tous les blocs. Il faut imaginer qu'on avait une succession de coulées de lave et que ces coulées de lave, en s'écoulant, en glissant comme ça sur le flanc du volcan, se sont complètement pulvérisées. On a ici une couleur différente avec des blocs rouges. Et là encore, c'était certainement un bloc de coulée de lave rouge qui, pendant l'écoulement, s'est complètement pulvérisé et s'est étiré. Donc on a une stratification qui est simplement une succession de blocs qui étaient homogènes et qui se sont fracturés et pulvérisés et étirés pendant l'écoulement. L'écoulement part vers la mer. Quand on regarde le dépôt, on voit qu'il y a des blocs, donc il y a des blocs qui sont plus sombres et on voit ce qu'on appelle une matrice qui est ici ocre, des couleurs ocre et qui vient s'injecter littéralement dans les blocs. Pendant l'écoulement, les blocs, il faut imaginer qu'ils sont en train de se fracturer, de se fragmenter, de s'étirer. Et donc la matrice qui est finalement le liant là-dedans vient s'injecter. On a même un niveau qu'on a foré et au sein de ce niveau, eh bien, on a une déformation très puissante liée à l'écoulement. Dans le sens de l'écoulement, ça fait une déformation vers l'ouest, comme ça. Quand on regarde cette matrice ocre, on voit qu'on a des compositions qui sont variables avec des morceaux de lave qui sont ici, qui présentent un gros étal d'altération, un étal d'altération avancé. C'est pareil ici. Puis on a des éléments qui sont plus ou moins frais, on va dire, avec dépourvus d'altération. Et tous ces blocs ont été complètement fracturés. Et dans cette matrice, on a carotté à quelques endroits pour déterminer, un, la composition et deux, la déformation des éléments au sein de la matrice. On a ici les blocs sombres qui sont de la même composition. En fait, chaque bloc est complètement homogène en composition. Alors celui-ci, par exemple, est un basalte avec des petits plagioclastes, cristaux de plagioclastes qui sont des minéraux blancs. Mais on voit la matrice qui vient s'injecter complètement dans ce bloc qui est en train de se fragmenter. Donc il faut imaginer qu'on a une dynamique d'écoulement qui est extrêmement violente, avec une fragmentation extrêmement fine. Alors un avantage de cette zone, c'est qu'on a de très belles falaises, mais le désavantage, c'est qu'on est en zone littorale et donc les vagues produisent des embruns et on a un dépôt de sel qui vient recouvrir en partie l'affleurement. Ce dépôt de sel est blanc, mais il permet aussi de voir très clairement les blocs et de redessiner les blocs, les éléments noirs. Donc on a ici une surface blanchâtre qui est du sel, qui recouvre la matrice, et les petits éléments sont tous de basalte à olivine qu'on appelle de l'océanite. Et regardez, tous ces éléments-là sont des morceaux d'océanite qui ont été pulvérisés. Allons maintenant voir au pied de la petite falaise littorale pour voir la déformation qui s'est produite à la surface de la coulée de lave lors du passage de cette avalanche de débris. On a ici un affleurement avec la base de l'écoulement, toujours notre coulée de lave sur laquelle l'avalanche de débris s'est déplacée. Et la particularité de cette zone, c'est la présence de stries de cannelures qui sont ici toutes parallèles et qui vont en direction de la mer, de l'ouest, et qui sont la trace, finalement, la trace d'un frottement très intense de l'écoulement en passant sur la coulée de lave. Deux hypothèses sont proposées pour expliquer la formation de ces stries. La première hypothèse, c'est que ces stries se forment pendant l'écoulement. Vous avez donc l'avalanche des débris qui s'écoule sur la coulée et qui la raye au passage. Mais le problème, c'est que c'est exactement comme si on imaginait qu'on devait rouler avec un frein à main, avec notre voiture. On imagine qu'on ne pourrait pas faire une grande distance. Et pourtant, ces avalanches de débris s'écoulent sur de grandes distances. Donc il y aurait une perte d'énergie très forte. L'autre hypothèse, c'est que les stries ne se forment pas pendant l'écoulement, mais par contre, elles se forment pendant l'arrêt de l'avalanche de débris. Et dans ce cas, vous imaginez que cette avalanche de débris s'écoule et à partir d'une certaine vitesse, elle s'arrête. Et en s'arrêtant, eh bien là, c'est encore une fois comme si vous mettiez le frein à main alors que vous roulez. Là, vous dérapez, vous faites crisser les pneus. Ce serait la trace ici du frottement de l'avalanche des débris sur la coulée.
On va maintenant aller à Saint-Paul pour avoir un panorama sur l'étang Saint-Paul. Et c'est un système géologique qui est bien particulier et très intéressant à découvrir. On est maintenant au niveau du point d'observation du site de l'étang Saint-Paul. Ce site de l'étang Saint-Paul permet d'avoir un panorama sur un système géologique sédimentaire avec en arrière-plan une zone en pente douce qui descend vers la mer sur laquelle est construite la ville du port. Cette zone en pente douce est constituée par les produits d'érosion du cirque de Mafate qu'on a vu au début de notre sortie. Ces produits de l'érosion forment donc un ensemble sédimentaire qu'on appelle sédiment détritique. Ce que l'on voit aussi depuis ce panorama, c'est la ville de Saint-Paul qui est construite sur le littoral et qui sépare finalement le domaine océanique d'un domaine de marécage, l'étang Saint-Paul à proprement parler. Et cet étang Saint-Paul est appuyé sur une zone de falaise qu'on appelle la zone du Tour des Roches. Alors comment expliquer cet agencement? C'est assez facile. Les produits qui sont issus de l'érosion du cirque de Mafate arrivent en domaine littoral au niveau de la rivière, de l'embouchure de la rivière des Galets. Ces produits, par la houle australe et enfin les houles des cyclones, ont été transportés vers nous, globalement. C'est-à-dire que c'est un cordon littoral qui s'est développé petit à petit en arc de cercle et qui a progressivement isolé une zone de marécage, l'étang de Saint-Paul. Ce cordon littoral est maintenant complètement formé. Il sépare totalement le domaine océanique du marécage. Et on va aller voir qu'au niveau du Tour des Roches, on observe de nombreuses sources. Et ces sources alimentent le marécage en eau douce. Maintenant, on est au niveau du Tour des Roches, au moulin à eau, où on va regarder ce qui se passe. Et en fait, ça s'appelle le moulin à eau parce qu'on a de l'eau et on avait un ancien moulin à manioc qui a été construit le siècle dernier. Cette eau qui s'infiltre au niveau des roches volcaniques peut ressortir en altitude pour donner le voile de la Mariée par exemple ou le trou de fer, mais peut continuer son parcours au sein des roches et ressortir en domaine littoral comme ici au Tour des Roches, où on a des sources tout le long du Tour des Roches et celle du moulin à eau est la plus importante avec 500 litres seconde. Une des particularités de l'eau du moulin à eau, c'est qu'elle est finalement avec une composition bien différente de celle qu'on trouve au niveau du Tour des Roches dans les autres sources. Celle-ci est très riche en éléments dissous et qui est simplement liée à un mélange avec du sel de l'eau de mer. Donc elle n'est pas potable ou en tout cas elle commence à être saumâtre. Donc cette eau qui s'infiltre en altitude suit un parcours souterrain et va ressortir ici sous cette coulée de lave qu'on voit là à la faveur d'un niveau qui est plus perméable qu'on appelle des gratons. La présence de toutes ces sources au niveau du Tour des Roches fait qu'on a une végétation qui est humide et qui contraste avec tout ce qu'on peut voir aux alentours où la végétation est plutôt sèche, de savane. C'est vraiment quelque chose de particulier dans la région ouest de La Réunion.